comment se porte le cadre des investissements au Bénin? Monsieur Ribou, vous qui représentez les investisseurs privés dans notre pays. Oui, il y a une chose qui est claire, c'est que le gouvernement du président Talon est arrivé dans une situation qui était extrêmement difficile, puisque le pays, pour moitié, dépend du Nigeria. Et le Nigeria donc, a eu un problème extrêmement important avec la chute des cours du pétrole. Et il a suivi une réduction très importante de ses recettes, et ça a eu une répercussion extrêmement importante sur l'activité économique entre les deux pays. On peut dire que par certains côtés, il y a une espèce d'inversion. Le Bénin était un exportateur vers le Nigeria. Je parle par exemple de différents produits. Je ne parle pas seulement de l'aspect transit, mais aussi même de l'aspect production, donc bière par exemple. Tout d'un coup, on est dans une situation complètement inverse, où au contraire, c'est le Nigeria qui, avec des prix cassés en deux, devient un exportateur vers le Bénin et met à mal certaines entreprises. Donc c'est une situation très difficile. L'autre aspect, c'est la deuxième jambe du Bénin, c'est-à-dire le coton. Lui, par contre, a connu une embellie extraordinaire, puisque depuis l'arrivée du président Talon, les quantités de coton produites ont augmenté très fortement, et il y a un effet richesse sur tout le nord du pays dans ce domaine. Donc c'est une situation contrastée, où le sud, finalement, a beaucoup de problèmes à cause de cette réduction de l'activité Bénin-Nigeria, et le nord a une situation beaucoup plus favorable. Ce qui est important pour l'investisseur, c'est le climat, la stabilité, et le fait qu'un certain nombre de lois se mettent en place, que d'autres vont se mettre en place, c'est un élément extrêmement important. J'ai cité dans ma petite introduction l'aspect par exemple de l'embauche. L'embauche et le renvoi du personnel. Auparavant, c'était des situations extrêmement contraignantes, avec des risques pour l'employeur qui étaient impossibles à mesurer en cas de licenciement ou de litige avec un employé. Désormais, ces choses sont beaucoup mieux réglées, et ça a entraîné un assainissement très clair dans la relation, et en fait des embauches assez importantes de la part des entreprises qui n'ont plus peur de prendre du personnel, sachant que le moment venu, si il y a un différend, le différend peut être mesuré, on sait ce qu'on risque. Donc ça, c'est peut-être favorable. Le tribunal de commerce, c'est très important aussi. Le tribunal de commerce qui vient de se mettre en place, c'est un tribunal de commerce extrêmement moderne, je dirais, puisque les activités sont en ligne, les jugements sont répertoriés, le jugement rendu est en ligne également, peut être analysé, critiqué par des spécialistes. Donc ça, c'est un élément extrêmement positif aussi. Et d'autres lois sont en cours pour améliorer encore davantage. Donc c'est ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, une situation qui est internationalement défavorable, mais de l'autre côté, il y a une action du gouvernement qui rassure, parce qu'il y a un projet clair, donc le ministre l'a indiqué, les projets phares, etc. Donc tout ceci fait que l'investisseur se sent malgré tout dans un certain accompagnement de la part de l'État. En particulier, je disais, sur le numérique, c'est clair, la haute intervention est claire dans ce domaine. Donc il y a quand même des éléments qui font que sur la période, c'est-à-dire les 5 ans, il va sûrement y avoir une embellie, et qu'on va sortir de ces 5% de croissance par an qui doivent se transformer en 7, 8%, 9%, 10% pour arriver effectivement à un vrai décollage du pays. Monsieur Félio, vous qui représentez les employeurs du Bénin, donc ceux qui embauchent, il a également relevé la situation de l'embauche. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui, je crois que je suis en parfaite harmonie avec le développement du président Ribou sur les différentes réformes législatives à fort impact économique initiées par le gouvernement dit de la rupture. C'est des choses qui sont aujourd'hui pratiques et opérationnelles. Il a parlé du tribunal de commerce, il a parlé d'un certain nombre de facilités qui est offerte aux chefs d'entreprise, de pouvoir débaucher sans grand risque de se retrouver face à des pénalités ou des amendes judiciaires incalculées, incalculables. Donc je ne vais pas répéter ce qu'il dit, mais
puisque j'ai la parole et que je dois parler à peu près au niveau des, comment vous avez dit, de la situation. Bon, de la situation de l'embauche, je crois que j'ai dit l'essentiel. Hein. Je n'ai fait que confirmer ce qu'il a dit et confirmer que la législation permet autant pour l'employé de se retrouver dans une logique de culture d'entreprise et de s'y accrocher, permet également à l'employeur de pouvoir se départir de l'employé sans courir les risques de grosses pénalités, de décisions judiciaires, j'allais dire, exagérées. Hein. On a vécu des cas où on a condamné une entreprise à payer, enfin c'est pas une entreprise, mais des entreprises à payer une indemnité à un salarié qui dépasse peut-être le double du salaire qu'il aurait gagné jusqu'à la fin de sa retraite dans l'entreprise. Donc vous voyez, ces cas extrêmes sont aujourd'hui contenus et limités dans les lois. Monsieur Ribou, Monsieur Feiliho, vous avez relevé dans vos interventions les différentes réformes du gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires. Vous avez parlé, Monsieur Ribou, du tribunal de commerce. Vous venez de parler de l'assouplissement, d'un certain nombre d'assouplissements au code du travail. Le Bénin a effectivement connu, en 2018, a gagné 5 places dans le classement Doing Business que fait la Banque mondiale tous les ans. Alors, Monsieur le ministre, je vais vous donner la parole pour que vous nous parliez un peu plus de ces réformes, de ces différentes réformes qui ont permis au Bénin de se positionner aujourd'hui comme une zone où il existe un environnement, un certain nombre de conditions favorables à l'investissement, comme l'ont relevé M. Ribou et M. Feiliho. Mais bien, merci beaucoup. À la suite de ce que le président Ribou et Feiliho ont dit, ce que je pourrais dire de plus, c'est que à l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, notre pays était dans une situation due aussi bien des facteurs endogènes qu'exogènes, à tout le moins difficile et préoccupant. Le gouvernement, donc, sous le leadership du chef de l'État, s'est attelé sans délai à, disons, rétablir les fondamentaux, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Rétablir les fondamentaux, redonner la croissance, redonner l'espoir plutôt aux créateurs de richesses, aux chefs d'entreprise. La vision du chef de l'État, nous la partageons avec lui, elle est très claire. Il est du rôle des entreprises, il est du rôle des chefs d'entreprise, des managers, des investisseurs, de créer de la richesse, de créer de la croissance et d'offrir des emplois. Dire cela n'est pas dérober à... n'est pas que l'État se dérobe à une de ses missions qui est également de créer de l'emploi. Mais nous estimons, c'est une vision économique, celle du chef de l'État, nous la partageons, que l'État crée des emplois de manière, disons, marginale dans ces secteurs régaliens d'activité. Mais quel est le rôle de l'État dans ce cas? C'est de réguler, c'est de mettre en place tout le mécanisme et toutes les initiatives pouvant susciter, pouvant permettre à l'esprit entrepreneurial de s'éclore dans le pays. Permettre aux chefs d'entreprise, ceux qui risquent leur capital déjà, de faire des affaires, d'être en sécurité. Un certain nombre de dispositifs législatifs et réglementaires ont alors été mis en place. La loi sur l'embauche, le président Feiliho en a parlé tantôt. Une loi a été prise sur le cadre juridique incitatif pour le partenariat public-privé. D'autres lois sont en gestation. Nous, au niveau du gouvernement, nous avons quasiment fini de retoiletter le code de l'investissement et une loi également sera prise bientôt pour la promotion et le développement des petites et moyennes entreprises. Parce qu'il faut un environnement assaini, il faut que les acteurs d'un jeu sachent quelles sont les règles du jeu pour permettre à ce que chacun joue convenablement son rôle. L'État
se désolidarise ou bien se désengage d'être un acteur économique en tant que tel. Nous pensons qu'il est du rôle du secteur privé de prendre le leadership. Le rôle des pouvoirs publics, je l'ai au risque de me répéter, c'est de mettre le cadrage. Mais quand on a fini de faire cela, ou quand on est en train de faire cela, le président de la République et l'ensemble de son gouvernement, sur le quinquennat 2016-2021, je vous l'avais dit, c'est à peu près 9 038 milliards d'investissements. C'est un investissement sans précédent, jamais intervenu dans notre pays. C'est sur un quinquennat. Et cela va se faire à travers la mise en exécution, en réalisation de 45 projets phares, je l'ai dit tantôt, dans presque tous les secteurs de la vie économique et à peu près 95 projets prioritaires. Là où les chefs d'entreprise ont leur part à prendre, c'est quand vous regardez le schéma du financement de ces investissements et ces réalisations. L'État ambitionne d'y abonder, disons, à 39%, et nous recherchons le cofinancement du secteur privé à hauteur de 61%. Quand le ratio est cela, il est donc évident que notre rôle, c'est de rassurer les partenaires privés, les investisseurs, qui par ailleurs ne font pas de la philanthropie, et encore moins du mécénat. Ils viennent dans les affaires, ils viennent dans les secteurs pour créer la richesse, offrir des emplois. Certes, et nous y veillerons, mais ils viennent aussi pour gagner de l'argent. Et là également, nous sommes garants du fait que nous devons présenter toutes les opportunités pour leur donner l'assurance que s'ils viennent investir dans notre pays, ils sont assurés dans tous les cas de faire des affaires et de gagner de l'argent. De l'argent, très bien. Merci, Monsieur le ministre. Alors, vous allez garder la parole. Les chefs d'entreprise au Bénin relèvent la plupart du temps deux problèmes, deux difficultés lorsqu'il s'agit d'investir. La première, c'est la question de la lourdeur administrative. Et la deuxième, c'est la question de la lourdeur fiscale. De manière plus précise, Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous dire ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour répondre de manière efficace à ces deux difficultés? Nous avons l'habitude d'avoir cette récrimination. Conscient de cet état de choses, nous sommes entre nous, je vais vous parler franchement, en toute sincérité. C'est pour dire que la question de la fiscalité, ça dépend de l'angle sous laquelle on l'aperçoit. Et justement, le département ministériel dont j'ai la charge, je me suis fixé comme objectif de questionner un certain nombre de charges fiscales qui pèsent sur les entreprises, qu'elles soient micro, petites ou moyennes. Je n'ai pas la charge des grandes entreprises. Elles savent bien se débrouiller, elles pourront le faire directement avec le ministère des Finances, mais sur les MPME. Mais je veux apaiser les chefs d'entreprise et leur dire que l'impôt, par ailleurs, est à assimiler comme une pompe aspirante et refoulante. Le Bénin, notre pays, n'est pas un pays qui a des richesses minières particulières ou bien du pétrole, etc. Tout ce que nous faisons, tout ce que le gouvernement fait, c'est encore sur la base des impôts et des contributions fiscales diverses que nous levons sur les acteurs économiques, sur les agents économiques. Que ces agents économiques aient le sentiment qu'il y a eu trop forte pression, je dis, soit ça reste à prouver, parce que beaucoup d'allégations relèvent d'un ressenti, d'une supposition, et non de faits qu'on peut prouver, qu'on peut démontrer, parce que nous évoluons le Bénin ne vit pas en vase clos. Nous évoluons dans un environnement et nous sommes en vigilance sur tout ce que les pays de la sous-région font, de telle sorte que nous puissions
garantir un minimum d'attractivité à notre pays. Mais quand j'ai dit cela, quand nous aurons, avec le concours du président de la CONEP, de la CCIB, du patronat, la preuve qu'un certain nombre de charges fiscales pèsent un peu de manière disproportionnée sur les entreprises béninoises, toutes choses pouvant, disons, impacter négativement leur expansion, des mesures pourront être prises. Voilà ce que je peux vous dire sur la question de la fiscalité. Sur le premier versant de votre question relativement à la question fiscale. Et le président Felijo peut me donner ici acte, je l'espère bien, que nous avons engagé des discussions avec eux et les autres fêtières des PME pour qu'ensemble nous puissions convenir des mesures pertinentes que nous pouvons suggérer et nous pouvons faire prendre. Pour ce qui est de la lenteur administrative, qui là aussi, même si vous me permettrez de nuancer, je ne voudrais pas balayer la préoccupation du revers de la main pour dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai à des niveaux donnés. Ma collègue de l'économie numérique pourra vous détailler un certain nombre de mesures qui sont prises sous le leadership de son ministère et de diverses agences pour aller, disons, à une forme de dématérialisation et d'accélération des procédures et des processus. Au-delà de ça, mais c'est pour éviter que les chefs d'entreprise, pour qui nous savons que le premier facteur important, c'est le temps, n'aient à perdre beaucoup de temps, que le président de la République a confié, disons, le management de tous ces projets phares, tous ces projets prioritaires, disons, à des agences. Disons à des agences qui sont placées directement sous l'autorité de la présidence de la République et pour ne pas dire sous le leadership personnel du président de la République, qui veille, je pense à l'agence du numérique, à l'agence du cadre de vie, à l'agence des systèmes d'information, etc. Mais c'est pour que nous allions vite, pour que nous puissions sortir un peu de ce qu'il est unanimement convenu d'appeler les lourdeurs administratives ou la lenteur. Mon rôle ici n'est pas de ne pas le reconnaître, mais c'est parce que nous sommes, disons, conscients de cela que nous travaillons à y corriger, mais on ne corrige pas tous les tas d'une société en un clic de doigt ou en quelques jours. C'est un processus. Mais en attendant que tout le monde soit smart, tout le monde soit vraiment alerte, la haute autorité a pensé juste de confier la réalisation de ces importants investissements aux agences qui, elles, sont directement coachées, managées par, je vais dire, des hommes d'expérience venus aussi du secteur privé. Donc, nos chefs d'entreprise, M. Ribou, M. Felijo, et tous les chefs d'entreprise de qualité que nous avons dans cette salle, quand vous avez aujourd'hui affaire à nos agences, à différents secteurs d'investissement qui vous intéressent en fonction de ce que des opportunités qu'offre le gouvernement, je peux vous assurer que vous avez des gens comme vous qui comprennent le même langage que vous, qui peuvent discuter avec vous et avec lesquels vous pouvez aller très vite. Si vous venez me voir chez moi dans mon ministère ou avec mes collaborateurs, je puis vous dire, cela c'est peut-être pour vous faire rire, c'est vrai. Là, vous avez affaire à une machine, à un mastodonte qui est un peu plus difficile à manœuvrer, qui est un peu plus lent dans le démarrage. C'est lié aux procédures administratives qui, du reste, ne sont pas du fait des animateurs ou des fonctionnaires. Les procédures sont ce qu'elles sont, elles appellent le temps qu'il faut. C'est pour ça que sur certaines choses, nous avons préféré confier ça aux agences avec des temps d'intervention, de réaction, avec des procédures simplifiées pour aller vite, parce que nous savons que le temps, c'est la ressource la plus précieuse pour vous. La plus précieuse. Merci, Monsieur le Ministre. Pour résumer, donc bientôt au Bénin, en 24 heures, comme au Rwanda ou ailleurs, on pourra créer son entreprise. En tout cas, en poursuivant, en 2 heures. Bon, on prend Monsieur le Ministre au mot.
En 2 heures. Alors, Monsieur Razak, je me tourne vers vous. Vous êtes un interlocuteur privilégié des investisseurs, à la fois béninois et étrangers, de par vos fonctions à la Chambre de commerce et d'industrie. Moi, ma question, elle est de savoir aujourd'hui quels sont les secteurs porteurs au Bénin. Je suis un investisseur, j'ai 1 milliard, je veux investir au Bénin. Quels sont les secteurs porteurs? Merci, monsieur le modérateur. Avant de répondre à cette question, je voudrais marcher sur les pas du ministre qui d'entrée a indiqué que l'option faite par le gouvernement, c'est de dynamiser l'économie du Bénin en se fondant sur les règles de démocratie et de fonctionnement d'une économie libérale. Le corollaire de cela, c'est que c'est le secteur privé qui crée la richesse, dans tous les cas de figure. Et donc, même les dépenses du pays, tout ce qui contribue à faire fonctionner le pays, est financé par le secteur privé. Ce qui veut dire que ce secteur privé-là devrait évoluer dans un environnement incitatif, attractif, qui facilite l'investissement et qui permet de développer le potentiel du pays. Pour ça, je voulais très rapidement indiquer 3 rendez-vous. Le premier rendez-vous, parce que le Bénin, de façon cyclique, est confronté aux difficultés. Le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous de la conférence nationale en 1990, qui a fait un peu le bilan des difficultés des années révolutionnaires où le secteur privé n'avait pas la vocation à évoluer convenablement. Et que donc, après cela, les réformes qui ont été entreprises étaient de laisser chacun dans son espace, laisser le gouvernement, la machine administrative dans le rôle de régulation de l'économie et laisser le secteur privé dans la création de la richesse. Donc, l'acteur qui développe l'économie du pays avec ses entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. C'est dans cet environnement-là que la Chambre de commerce a été créée pour jouer le rôle de facilitateur entre le secteur privé et les pouvoirs publics, avec ces différents outils de fonctionnement. Ça, c'est un rendez-vous. Mais l'objectif phare que visent les gouvernants, c'est comment faire pour développer l'économie du pays. L'action publique, en ce moment-là, c'est ce que vient d'évoquer. Mais à un passé récent, pour rendre le pays attractif, on vient de dire qu'on peut créer une entreprise en 2 heures. Ça a été... On pourra. Non, mais aujourd'hui, en tout cas, quand vous allez au niveau du BUF aujourd'hui, si votre dossier est clean, c'est possible de créer une entreprise en 2 heures. Si votre dossier ne souffre d'aucune insuffisance, c'est possible de créer une entreprise en 2 heures. Si vous allez au BUF. J'ai évoqué cela, il y a beaucoup d'autres actions qui ont été entreprises dans un passé récent par le régime précédent. Mais le troisième rendez-vous que vous voulez évoquer, c'est celui-ci, l'environnement dans lequel nous sommes actuellement, qui est les actions qui sont entreprises, les aiguillannages qui sont faits. On vient de rappeler la loi sur l'embauche. On a indiqué la loi sur les partenariats publics-privés et autres. Ce sont des aiguillannages qui permettent d'accélérer le mouvement pour rendre le Bénin facile à manœuvrer par les chefs d'entreprise qui s'engagent dans la création de la richesse. Ça, vraiment, je pense qu'il est bon de le dire aujourd'hui. Tout récent, la semaine dernière, le gouvernement a adopté une décision, la loi pour la création d'une caisse de dépôt et consignation. On n'a pas le temps ici. Mais je devrais vous informer dans les relations entre le Bénin et le Nigeria. Vous savez, en 2004, le président ambassadeur est venu au Bénin et a dit que le marché du Nigeria est ouvert pour les entreprises béninoises dès lors qu'elles font la transformation locale pour exporter leurs produits finis sur le marché du Nigeria, sous des conditions qui ont été négociées à arrêter de commun accord avec les 2 gouvernements. Mais il aura fallu tester cet outil-là pour se rendre à l'évidence de la bonne foi du pays qui s'ouvre pour le Bénin. On a voulu le faire avec une entreprise du Bénin qui a des parties au Nigeria
Mais nous étions bloqués à un moment donné parce qu'il fallait financer une opération. Et pour financer ce type d'opération, il faut appeler la Caisse de dépôt de consignation. J'ai parlé en 2004. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Et ce n'est que maintenant qu'une décision est en train d'être envisagée pour aller de là. Vous voyez un peu comment on traîne, mais pour conclure sur ce passage-là, je dis que nous sommes actuellement dans l'environnement de l'accélérateur. Maintenant, pour répondre à votre question, je suis un investisseur, je veux financer au Bénin. Le ministre a évoqué un peu les domaines dans lesquels le gouvernement s'est engagé avec le PAG. Le Bénin est un pays, avant on disait un pays de services, mais aujourd'hui, la tendance est en train d'être inversée progressivement. Vous voyez un peu dans les chiffres, le niveau de l'industrie est en train de monter progressivement. Nous avons un potentiel agricole qui reste à développer. Le grand marché de la CEDEAO attend les produits de la CEDEAO, des entreprises de la commune. Et le Bénin a un rôle à jouer dedans. Si vous voyez les exportations du Bénin, le président Ribou l'a indiqué tout à l'heure, les produits qui quittent le Bénin ou bien qui passent par le Bénin pour aller sur le marché du Nigeria, essentiellement, c'est les produits de l'agroalimentaire. Ça reste à développer. Ça, c'est un domaine de potentiel que les investisseurs peuvent saisir. On a indiqué tout à l'heure l'économie numérique. Là encore, c'est gigantesque. Il y a encore beaucoup de choses à développer à ce niveau-là. Et aujourd'hui, nous avons quelques entreprises qui sont dans, par exemple, l'élevage, les poissons. Mais si vous voyez le volume des importations de ces produits-là, chaque année au Bénin, vous comprenez qu'il y a un espace à jouer par les entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater quand même qu'il y a des jeunes entrepreneurs, des startups qui s'investissent dans ces domaines et qui restent donc à accompagner. Le secteur des services. Pendant longtemps, nous avons fait la promotion du Bénin, on l'a appelé Hub de l'Afrique de l'Ouest. Oui, le rôle est encore là. Le rôle est encore là. Lorsque vous voyez un peu le positionnement du Bénin dans la géographie de l'Afrique de l'Ouest, le rôle est encore là. Et ça peut même aller encore au-delà de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à aller au niveau de l'Afrique centrale. Donc, pour les investisseurs, il y a de la place à occuper. Et la Chambre de commerce, le rôle qui lui a été conféré lorsqu'elle a été créée par la loi en 1990, c'est d'assurer la promotion des entreprises, d'assurer la défense de leurs intérêts et d'assurer leur représentation. Je suis heureux de voir ici, il y a beaucoup d'élus consulaires qui jouent leur rôle au niveau de la Chambre de commerce. Le président de la CONEM qui est à votre côté, il est un membre actif de la Chambre de commerce et qui travaille pour discuter avec le gouvernement afin de donner des orientations. Parce que parmi les missions de la Chambre aussi, il y a le rôle de conseiller l'action gouvernementale afin que les mesures qui sont prises puissent répondre aux besoins des chefs d'entreprise du secteur privé. Merci monsieur Razak pour cette intervention. Vous avez parlé du secteur de l'agrobusiness, du secteur de l'économie numérique. Monsieur Feliho, monsieur Ribou ensuite, selon vous, ce sont également les secteurs d'avenir, les secteurs qui vont faire l'économie béninoise de demain et les secteurs dans lesquels il faut, dès à présent, aujourd'hui, investir? Oui, très bien. Je comprends la question, mais j'ai envie de parler un peu d'autre chose, si vous me permettez. Bien sûr. Parce que c'est classique ce que j'entends. C'est toujours les mêmes plaintes, les mêmes redondances, etc. Je voudrais simplement dire au public qui est là, il y a des gens beaucoup plus jeunes que nous, que la Confédération nationale des employeurs du Bénin est née d'un constat. En 2-3 mots, c'est la difficulté d'accès aux différentes forats comme ceci, la représentativité ou la représentation des chefs d'entreprise dans un certain nombre d'organisations et autres, etc. C'est la difficulté d'accès, c'est un certain nombre de choses que nous avions identifiées et nous avons estimé qu'il fallait que nous nous regroupions pour justement porter ces valeurs-là et faire du lobbying auprès du gouvernement qui serait en place. Donc ça, c'est pour dire, en disant ça, c'est pour vous dire que à l'Assemblée générale constitutive, il y a quand même 12 organisations professionnelles qui se sont réunies, plus 89 entreprises.
Aujourd'hui, je crois qu'on doit être au-delà de 16. Et je salue le premier vice-président qui est dans la salle et qui est un acteur pratiquement incontournable de la CONEB. Alors, quand j'ai fini de dire ça, nous pensons que le modèle économique même du Bénin doit être totalement repris à zéro. Je ne sais pas comment je peux dire ça. C'est-à-dire que nous nous retrouvons aujourd'hui en difficulté parce que nous sommes en train d'être mis à notre juste valeur. Vous voyez, c'est bien beau de parler d'investisseurs. C'est bien beau de parler d'investissement au Bénin. Nous nous regardons et nous nous connaissons. 61% de l'investissement du PAG proviendra du secteur privé. Ce secteur privé, même s'il est payé par le Bénin, même s'il est payé par l'État béninois, n'est pas un investissement du secteur privé béninois. Nous n'avons pas la capacité. Il faut humblement reconnaître que les investisseurs béninois n'en ont pas la capacité, n'en ont pas les compétences, et ils devraient s'organiser autrement pour justement ne pas laisser passer ces différentes opportunités à l'exclusivité des investisseurs étrangers. Je m'explique. En disant ça, j'espère ne choquer personne, mais c'est pour qu'on se dise vraiment la réalité et qu'on sache de quoi on parle. Si je prends par exemple dans le secteur minier, il y a des choses très concrètes. J'ai découvert ici lors d'un forum que mon Abomey natal, où je jouais dans du sable rouge, eh bien, en dessous de ça, il y a le meilleur marbre blanc du monde, ce qui n'est pas faux. Alors, pour y accéder, il faut un agrément. Par contre, l'exploitation de ce minerai oblige à 2, 3, 4, 7 milliards. Qui d'entre nous capable de mobiliser cette somme pour faire l'exploitation? Par contre, nous avons compris avec le gouvernement qu'on peut aller récupérer cet agrément en 30 et 40 millions maximum. Est-ce que les Béninois sont capables de se mettre ensemble, qui 800 000 francs, qui 2 millions, qui 5 millions, pour aller au moins récupérer l'agrément qui est le passage obligé de tout exploitant minier? Ça, je fais un appel, moi, non pas au gouvernement, mais aux chefs d'entreprise que nous sommes. On ne peut pas toujours, nous, chefs d'entreprise, nous parler avec le gouvernement, dire le gouvernement doit, le gouvernement doit, le gouvernement doit. Qu'est-ce que nous-mêmes sommes capables de faire et de nous prendre en charge? Cet exemple, je peux en citer à foison, illustre bien l'esprit dans lequel l'entrepreneurship du Bénin se trouve. Il est dans un état embryonnaire lorsqu'il existe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que, au niveau de la CONEB, nous nous disons, toutes ces organisations professionnelles, toutes ces entreprises, en se mettant ensemble, sont capables au moins d'avoir ce qu'on appelle la minorité de blocage ou que sais-je, par rapport à ces investisseurs qui vont arriver. Parce que le drame, et on a fait une séance de travail la dernière fois, et voilà une entreprise d'un État qui a été adjudicataire d'un gros marché, etc. Et on a été surpris de se rendre compte que même les services connexes et annexes, les Béninois ne sont pas capables de produire et de fournir ça parce qu'eux, ils ont pris toutes leurs dispositions, justement, même pour se fournir des tomates. Parce que ça appelle à 500 expatriés qui arriveraient pour travailler dans ce projet-là. Qu'est-ce que nous faisons? En quoi nous nous organisons pour justement produire à ces investisseurs privés qui, dans le contrat, sont amenés à faire un travail dans un délai rigoureusement fait, etc. Alors, si nous, on n'est pas à côté de là, si on n'est pas capable de nous mobiliser, eh bien, je dirais, tant pis pour nous. On ne peut pas dire qu'on n'est pas capable d'être des ferronniers, des menuisiers. Alors, 20 000 logements sociaux, et aucune porte ne serait faite par un menuisier béninois, c'est pas possible. C'est pour ça que, encore là, j'observe et je me retourne vers le ministre Kérékou, parce que il nous sert un peu de pouchimbol en fait, hein, et il le porte bien parce que c'est notre avocat, j'allais dire presque auprès du gouvernement. Pourquoi je dis ça? Parce que récemment, on lui a dit qu'il fallait tout faire pour que au moins nos ouvriers trouvent quelque chose à faire. C'est vrai qu'au plus haut niveau, on nous a dit, mais non, on a signé un contrat avec ses partenaires, on ne peut pas leur imposer un rythme béninois parce que ils pourraient se targuer du fait qu'ils travaillent avec des sous-traitants béninois qui n'ont pas respecté les délais et donc les délais in fino n'ont pas été respectés. On comprend ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'État béninois est en train d'organiser justement ses artisans.
J'ai vu dans le journal récemment qu'on a fait appel aux électriciens, on a fait appel aux plombiers, on a fait appel aux menuisiers, etc. et tout. Et j'imagine que si c'est déjà en réflexion au niveau du gouvernement, c'est peut-être nous, en tant que lobby, d'avoir insisté là-dessus, que les choses sont en train de se faire de cette manière-là. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'attendre le gouvernement pour se constituer en lobby et pour travailler et booster justement le gouvernement. Si on doit attendre tout du gouvernement, effectivement, on a des raisons de pleurer parce que y a mieux à faire. Je peux en dire vraiment, prendre des exemples concrets pour dire que le modèle économique béninois doit changer. Il doit définitivement changer. Le mot en vogue, c'est la rupture. Oui, il faut en finir définitivement avec les anciens modèles parce que en réalité, nous ne sommes pas de vrais hommes d'affaires. Nous ne sommes pas capables d'investir et d'attendre et de voir venir. Les rares qui le font, ils sont seuls et ils sont pressurés. Je salue mon ami et frère Mondjenaï qui est là. Au moment où il lançait son opération, nous savons tous que c'était de l'hérésie. On n'osait pas lui dire ça parce qu'il avait ça en tête et c'était ça où il mourait. Donc on l'a laissé faire, il a pris ce risque, mais nous savons tous que c'est une folie, il est pressuré, etc. Donc ce type de chef d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup, sauf ces entreprises qui sont extraverties. Je mets au défi, quels que soient les chefs d'entreprise béninois que nous sommes, des gens capables de se lever et de prendre et de contribuer par eux-mêmes au développement du PAG par eux-mêmes. Ça doit être forcément une entreprise extravertie. D'accord. Merci pour cette intervention un peu disruptive, on va dire ça comme ça. Alors je vois monsieur Ribou peut-être rapidement écouter avec beaucoup d'attention l'intervention de monsieur Féliro. Une réaction rapidement avant de donner la parole à monsieur le ministre. Oui, bien sûr. Donc là, on a changé de sujet. Mais pourquoi pas, c'est très intéressant. Vous savez, en Suisse, il y a 20% des élèves qui vont au bac. 80% ont fait apprentissage et puis ensuite font des métiers fantastiques où ils gagnent beaucoup d'argent en étant justement électricien, plombier, menuisier, etc. C'est une chose sur laquelle il faudrait réfléchir. Ça sert à quoi d'envoyer nos enfants tous jusqu'à ce niveau-là? Ensuite, ils vont à l'université, ou bien sur l'université bondée qui reçoivent 3 fois plus d'élèves qui ne peuvent en éduquer en réalité, et ensuite aller sur un marché du travail où leurs compétences ne correspondent pas du tout à celles qu'on attend. Donc effectivement, il y a une réflexion à faire là-dessus, en se demandant si on ne pourrait pas copier des modèles qui ont réussi, modèle allemand, modèle suisse, et aller vers ce système où les gens, bon bien, plutôt que des rêves, vont vers une réalité. Bon bien, je vais gagner beaucoup d'argent en étant un excellent frigoriste, etc., etc., si vous voulez. Donc ça, c'est un sujet réel sur lequel il faut travailler. La question du système de formation pour inculquer dès la base l'esprit d'entrepreneuriat et un certain nombre de valeurs qu'a soulevé M. Féliro. Très bien. Monsieur le ministre, voulait réagir et intervenir sur ces deux réflexions. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il est important pour moi de dire ici que les possibilités de faire des affaires dans notre pays ne se limitent pas au secteur de l'agro-business, qui est un secteur qui est le pilier, certes, où l'industrie de la transformation déjà de nos matières premières, ce n'est pas seulement les richesses minières, je pense également aux spéculations agricoles. Il y a beaucoup à faire. Le représentant de la CCIB l'a dit tantôt. Il a évoqué aussi le secteur de l'économie numérique en général, tout ce que nous savons que les startups très dynamiques de plus en plus dans notre pays se révèlent et se révéleront davantage encore. Mais je ne peux pas laisser passer sous silence le secteur du tourisme, qui est un secteur qui, à lui seul, catalyse une bonne partie des projets phares du gouvernement dont je vous ai parlé et dont vous allez voir très incessamment les résultats concrets et palpables des investissements massifs. Donc, pour les chefs d'entreprise qui sont ici, voilà autant de leviers, autant de domaines où ils peuvent prospecter et chercher à se positionner. Le président Féliro a évoqué un problème sérieux de capacité ou de capacitation, mais ce problème aussi peut avoir des solutions. Et le nouveau code des investissements et même la nouvelle loi
le gouvernement est en passe de la finaliser, la transmettre à l'Assemblée nationale en vue de leur adoption par le Parlement béninois, insiste et met l'accent sur des notions comme la co-traitance et la sous-traitance. Ce n'est pas au chef d'entreprise que je ferai l'insulte d'expliquer ce que c'est. Mais nous plaidons, le président de la CONEB a organisé la dernière fois avec ses partenaires, ADI et d'autres. Je vois qu'ils sont déjà dans la vision et c'est dans ce sens qu'il faut aller. Quand on n'est pas en capacité seul de faire quelque chose, on peut se mettre avec des gens. Au lieu de chercher à gagner seul, il vaut mieux qu'on gagne à 2, à 3, à 4 et se partager que d'adresser un marché où seul on n'a pas encore les capacités de pouvoir y aller avec des chances de succès. Là encore, pour ne pas paraître comme si c'était des vœux pieux ou des incantations, le gouvernement, pas seulement au Bénin, ici, mais disons dans les 8 pays de l'espace CEDEAO, au Bénin, nous l'avons fait aussi il y a quelques jours, nous avons procédé au lancement d'un dispositif de soutien au financement, à l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Ce dispositif est sous le leadership du département ministériel dont j'ai la charge. Ce dispositif consiste à quoi? Sur instruction des chefs d'État de l'espace UEMOA, parce que la question de financement des PME n'est pas l'apanage du Bénin. Donc, les chefs d'État ont instruit le gouverneur de la Banque centrale de mettre en place avec les banques commerciales un dispositif pour aider les PME à avoir, disons, un peu plus facilement la ressource, les capitaux. Vous n'êtes pas sans savoir que le loyer de l'argent est encore très cher, surtout dans un pays comme le Bénin. Et ça pour différentes raisons, où c'est un peu la faute de tout le monde, mais tout le monde fait comme s'il ne voit pas. Le Bénin, c'est un des rares pays, peut-être que beaucoup ne le savent pas ici, où les dépôts à terme, par exemple, sont rémunérés à 4, 5, à 5, 6, voire 6%. Quand on est déposant et qu'on veut faire un DAT, vous-même les chefs d'entreprise, cela vous intéresse, ça vous arrange. Mais c'est un biais. Parce que où est le biais et où est le piège? C'est qu'en demandant des taux aussi élevés au secteur bancaire, mais qui paye finalement, c'est encore vous, c'est encore nous, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Donc voilà un pays dans lequel nous sommes, où un opérateur économique sénégalais peut passer de l'argent, par exemple, à 3,4 à 4,5 et venir le mettre ici en dépôt à terme. Parce que ici, c'est rémunéré à 6,5 à 5,5. Ce n'est comme ça nulle part dans aucun pays du Bénin. J'étais curieux, j'ai demandé aux banquiers, j'ai demandé au directeur national de la BCAO. Je dis, mais si nous faisons ça, nous mettons un biais dans notre système et nous rendons donc incompétitifs nos entreprises par rapport à la concurrence. J'achète 1 milliard de francs CFA à 5,5 ou à 6,6 au Bénin. Si je prends M. Mondianaïn qui est dans l'industrie de l'eau, son concurrent en Côte d'Ivoire achète la même ressource à 3,2. Comment il peut compétir avec lui sur le marché sous-régional? Il est battu d'avance, c'est très clair. Il est battu d'avance, il faut le savoir. À l'endroit des entreprises aussi, ce que nous disons, quand nous prenons à notre compte tous les reproches qui nous sont faits, nous leur disons en retour, ok, très bien, mais nous vous incitons à une meilleure gouvernance de vos entreprises. Vous savez que dans d'autres pays, même quand c'est le secteur privé, même quand c'est votre entreprise, vous pouvez être poursuivi pour abus de biens sociaux. C'est votre propre business, mais vous pouvez être poursuivi. Parce qu'à partir du moment où vous avez une entreprise, le patrimoine de l'entreprise n'est pas à confondre avec votre personne. Cela appelle des normes parce que nos entreprises n'ont pas la gouvernance qu'il faut et n'ont pas les états financiers qu'il faut. En conséquence, elles ne peuvent pas se présenter devant le marché financier pour solliciter de l'emprunt. Parce que l'argent que les banques vous donnent par ailleurs, c'est encore l'argent, l'épargne de vous et nous encore. Donc le reproche qu'on fait aux banques,
Mais qui accepterait un jour qu'il se présente devant une banque et que vous demandez à avoir accès à ses ressources et que la banque lui dise que l'argent n'est pas disponible? En conséquence et à la décharge des banquiers, ils ne peuvent pas offrir des crédits aux PME, aux entrepreneurs n'importe comment. Il faut qu'il y ait une traçabilité dans l'activité, des états financiers clairs, une vision, un management de la structure qui rassure et qui permet aux banquiers de décider en toute connaissance de cause que mettre des ressources à la disposition de cet entrepreneur pour développer son business, c'est de l'argent sur lequel il a de bonnes chances de recouvrer. Nos banques cumulent des milliards d'impayés dans leurs livres, avec même des sûretés qu'elles sont parfois dans l'incapacité de réaliser. Mais quand le tableau est ainsi, vous comprenez bien que tout banquier, tout directeur de crédit, face à un dossier d'une entreprise, montre de la frilosité et ne soit pas très enthousiaste. Le mécanisme dont je parlais tantôt, le dispositif que nous avons lancé avec le concours de la BCAO en exécution des instructions des chefs d'État, a sélectionné un certain nombre de structures d'accompagnement qui peuvent permettre à ces entreprises. Ces structures font, disons, ce que nous appelons un accompagnement non financier. Et c'est des cabinets, c'est des experts qui aident les chefs d'entreprise à, disons, se présenter un peu d'une manière plus safe, plus clean, à même d'offrir plus de chances d'avoir les concours bancaires que ces chefs d'entreprise la sollicitent. Et le mécanisme par lequel tout ça est fait, c'est que la BCAO s'engage, il est important pour nous que pour les chefs d'entreprise le sachent, la BCAO s'engage à céder des ressources à des taux, disons, bonifiés aux banques qui sont, et Dieu merci, au Bénin, toutes les banques sont dans le dispositif, donc elles pourront avoir accès aux ressources à un taux plus abordable au fin de les mettre à la disposition des PME. Les PME, c'est des entreprises chez nous, en tout cas au Bénin, qui, disons, ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 2 milliards. Si je prends la partie moyenne, je peux vous dire ce qu'on est pour les petits, tous les micros. Mais bon, prenons le top du sous-segment PME. Et vous aussi, les chefs d'entreprise, toutes ces choses aujourd'hui sont publiques, sont transparentes. Je pense que tous les jeudis, sur le site de la BCAO communique son taux directeur, c'est-à-dire les taux auxquels elle cède les ressources aux pays, aux banques de nos pays. Allez sur le site de la BCAO et regardez tous les jeudis à quelles ressources Ecobank, BOA, que sais-je encore, empruntent de l'argent à la BCAO et à quel taux les mêmes banques empruntent à l'étranger. Vous comprenez? Donc, des efforts sont à faire au niveau de tous. L'État, le gouvernement, sous le leadership de son chef, est très conscient de son rôle et progressivement, nous allons baliser, nous allons lever tous ces goulots d'étranglement au fin de permettre au secteur privé, aux chefs d'entreprise dont le talent et l'engagement ne peut souffrir d'aucune contestation, de pouvoir évoluer dans un environnement plus favorable. Voilà ce que je voulais compléter. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je me présente Tania Okanla. Je ne vais pas parler de numérique aujourd'hui. Donc, déjà, merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention. Merci, chers panélistes. Je voudrais parler, en fait, d'un secteur dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est pourtant quand même le deuxième secteur après l'agriculture, le deuxième secteur porteur en Afrique, qui est en fait l'industrie du vêtement. On n'en parle pas, mais j'ai envie de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est prévu pour ce secteur-là. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, c'est à quel point est-ce que nous sommes prêts à accueillir en fait le Nigeria ? Le Nigeria aujourd'hui, peut-être que vous le savez,
est un pays qui est déjà très congestionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de Nigérians qui viennent au Bénin pour investir, qui veulent travailler avec les Béninois. Il y a peut-être la barrière de la langue, mais il y a aussi autre chose. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait au niveau du patronat, au niveau de la CCIB, au niveau du ministère, pour faciliter en fait cette relation, cette connexion entre les investisseurs nigériens ou les investisseurs béninois ou les entrepreneurs sur les deux marchés? Voilà mes questions. Merci. Très bien. Merci, monsieur. Mon nom, c'est Maman Taïrou, premier vice-président de la CONEB. Ma question s'adresse aujourd'hui à monsieur le ministre et à monsieur le président du patronat, le CNP. Voyez-vous, il a entamé sa déclaration par les relations entre le Bénin et le Nigeria. C'est pour évoquer l'importance, l'incontournable importance des relations qui doivent nécessairement exister entre le Bénin et le Nigeria, qu'on le veuille ou non. C'est aujourd'hui démontré que le Nigeria est une puissance. Le Nigeria est une grande puissance. C'est la première puissance économique de l'Afrique. Il faut le reconnaître. Pourtant, nous n'avons pas encore bénéficié du minimum, du strict minimum des retombées de l'évolution économique du Nigeria. Il a parlé des chocs économiques, des chocs pétroliers du Nigeria. Choc pétrolier d'abord, et choc économique qui a ramené le gouvernement nigérien à dévaluer sa monnaie. C'est dans une stratégie de réforme, de grande réforme. Que fait le Bénin jusqu'à ce jour? Heureusement, il faut reconnaître l'effort du gouvernement qui nous a centré déjà tous les cadrages. C'est ça qui a été dit ici. Il faut reconnaître l'effort de son chef d'État qui s'est déplacé tout récemment. Et il est convenu entre les deux chefs d'État d'une relation d'affaires, des commissions à mettre sur pied. C'est des initiatives qui devaient émaner de nos entreprises, nécessairement de nos entreprises comme les structures faîtières que sont la CCIB et le CPI. Mais rien n'a été fait. Le cadre a été annoncé donc à la rencontre entre notre chef d'État et le chef d'État nigérien, où il est convenu donc d'une prochaine rencontre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ce n'était pas nous qui devions aller taper la porte des chefs d'État pour nous organiser et rencontrer et accueillir le Nigeria? Ou remettre, n'est-ce pas, les pendules à l'heure? Comme l'a dit mon président de la CONEB, les relations d'affaires classiques sont aujourd'hui nécessairement suradées. Il faut les remettre à part et les mettre de côté. C'est ce que le Nigeria est en train de prévoir présentement. On vous a parlé aujourd'hui, moi je suis du secteur des transports. Vous avez aujourd'hui le Nigeria qui est en train de construire le plus grand port, le port le plus profond de l'Afrique, à Léké, et dans un objectif de raser pratiquement tout le trafic destiné à l'Afrique occidentale. Mais que faisons-nous? Nous n'avons rien tissé comme relation. Nous n'avons même pas commencé par lancer les prémices d'une relation, d'une bonne relation diversifiée avec le Nigeria. Notre chef d'État s'est rendu là-bas et nous a communiqué qu'il faille mettre, n'est-ce pas, en place des structures de relations d'affaires entre le Nigeria et le Bénin. Nos entreprises locales n'ont pas encore commencé par lancer les bases de cette relation. On nous dictera un beau matin seulement que, bon, il y a une conférence internationale, il y a une conférence entre le Bénin et le Nigeria, ça va durer 2 jours et on aurait pensé essayer de remédier au plaie. C'est grave. Il faudrait que le secteur privé se prenne nécessairement en charge. C'est le moment. Nous n'avons plus rien à attendre du gouvernement, en tout cas d'un gouvernement que nous connaissons aujourd'hui qui nous a jeté toutes les bases juridiques qu'il faut. Les bases juridiques qu'il faut pour faire du commerce, du business au Bénin, nous les avons aujourd'hui au Bénin. Il s'agit que nous nous reprenons en charge et que nous montrons à l'État les dispositions que nous prenons pour l'accompagner. Et il est temps que le CPI, la CCIB et d'autres secteurs nous reprennent pour que nous ne commençons pas à y penser dès maintenant. Merci. Bonjour, c'est Aïssa Ounou, je suis financier de formation et je suis rentré chez moi définitivement après 18 ans en France depuis 12 mois. Et j'entends souvent qu'on peut créer une entreprise au Bénin en 24 heures.
je voudrais, de par mon expérience personnelle, indiquer à la Chambre de commerce qu'il faut qu'ils essaient de faire un vrai travail. Au Bénin, c'est totalement faux. On ne crée aucune entreprise en 24 heures. Ce n'est pas vrai. Il faut finir avec des déclarations, tout le temps des déclarations. Ça, c'est la première. La deuxième chose, j'ai la chance de distribuer un produit qui me permet de faire un tour particulièrement une fois par mois au Nigeria. Et le ministre a indiqué ce qui se fait au niveau du PAG concernant le tourisme. Je pense que les différentes agences publiques, et le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade du Bénin au Nigeria doivent faire un vrai travail. Un travail conséquent. On a un gros potentiel qu'il faut qu'on exploite au maximum. Il faut faire un vrai travail. Faire un vrai travail, c'est donner la chance aux Nigérians de rentrer dans notre pays avec une vraie facilité. Soit, on n'a pas besoin de faire l'Institut national, enfin, l'École nationale d'administration politique et autres. Il y a des choses toutes simples. L'ambassade indique des sortes de vignettes sur les véhicules d'un certain nombre de Nigérians. Faire de la promotion, vulgariser cette chose-là au niveau du Nigeria pour indiquer aux Nigérians, si vous voulez venir au Bénin, ce n'est pas si compliqué. Vous passez à l'ambassade, vous venez chercher une vignette, ça vous permet de traverser la frontière tranquillement. Donc, que le ministre nous dise qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qui va être fait dans les jours à venir pour améliorer la relation Nigeria-Bénin. N'allons pas chercher aux États-Unis, en France, tout. On a tout à côté. Il faut qu'on l'exploite. Donc, rien n'est fait. Et par ailleurs, les entreprises qui sont ici, au niveau de la sous-région, qu'est-ce que le Bénin fait en termes de stratégie? Au Nigeria, tu dédouanes la même marchandise que tu importes vers le Bénin à 40 millions. Et au Nigeria, tu l'as à 7 millions. Qu'est-ce qui se fait? Au Togo, tu vas à côté. Il y a quelques jours, j'ai cru entendre qu'on n'aura plus d'importation par voie terrestre. Mais c'est parce qu'à côté, c'est moins cher. Moi, en tant qu'agent économique, je ne vais pas jeter mon argent par la fenêtre si j'ai une différence d'environ de moitié. Donc, il faut que tout ça soit mis en place. Et par ailleurs, que le travail soit vraiment frais. Merci. Merci. Je suis Émilie Thibouté-Sama. Je suis la directrice commerciale de la SGI Bénin. Alors, le thème du panel, c'est Doing Business in Benin. C'est juste, la question, c'est Why doing business in Benin? Donc là, quand on répondait à la question, je me disais qu'il y a certaines données qui n'ont pas été dites. Par exemple, pour investir dans un pays, il faut que le pays soit en paix. Et donc, c'est un atout. Avoir un climat apaisé est un atout. C'est important de le dire. Ensuite, tout récemment, quand même, en ce qui concerne les données macroéconomiques de la zone UEMOA, le Bénin, quand même, respecte certaines données et est dans les normes. Et donc, c'est dire que venir investir au Bénin, le climat des affaires est incitatif. C'est important de le dire également. Et que tout dernièrement, Standard & Poor's a noté notre pays B+, ce qui veut dire qu'il y a de belles perspectives. C'est important de le noter également. Et je voudrais aussi dire que nous avons fait des levées de fonds sur le marché financier et qui ont eu des succès. C'est important aussi de le relever. Et puis, quand on parle aussi, comme M. Feliho l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a véritablement pas de gros investisseurs ou de grandes entreprises. Je dis, mais c'est vrai, mais en même temps, combien d'entreprises sont prêtes à ouvrir leur capital? Et quand on regarde, par exemple, la BRVM, donc le BOC, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule société béninoise qui soit cotée sur les 45 sociétés cotées. Eh bien, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir, n'est-ce pas, votre capital pour que les gens y entrent? Est-ce que vous êtes prêts également à faire des clubs d'investissement? Je dis toujours qu'il faudrait aller à l'affût de l'information. Il y a le 3e compartiment de la BRVM qui est ouvert aux PME pour vous accompagner à mobiliser des ressources et à faire de nos petites entreprises du véritable champion. Et donc, il y a cette possibilité-là. C'est un apport. Ensuite, je voudrais finir en disant dans quel secteur on peut investir au Bénin. Oui, monsieur le ministre l'a dit. Le tourisme et l'artisanat qui sont de véritables secteurs
porteur de création d'emplois et qui booste nos économies à la base. C'est dire quoi? Il y a Madame Tania qui l'a soulevé tout à l'heure, mais le tourisme et la culture, c'est incommensurable. Comment on fait et qu'est-ce que vous mettez en place puisque on a tout ça au niveau de nos différentes communes? Eh bien, moi, je lance la balle quand même comme ça au niveau du ministre pour dire qu'est-ce que vous faites de mes tata somba, de mes danses, je sais quoi dire, des tequets, etc., de tout ce qui existe pour booster véritablement notre économie et créer de l'emploi durable. Et in fine, qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'il y a des structures, mais l'accompagnement des toutes petites entreprises pose encore de problèmes. Merci. Bonjour à tout le monde. Ma question, c'est directement à Monsieur le ministre. Comme vous parlez de investment in Benin, quelle est votre stratégie pour inviter les investisseurs? Parce que beaucoup de gens me demandent si on voulait faire une usine au Bénin, comment le gouvernement l'aide? Bon, un exemple, moi j'ai passé 5 ans au Bénin et c'est avant une semaine j'ai appris qu'on a le free zone aussi au Bénin. Donc si vous avez une stratégie pour inviter les investisseurs, au moins il faut communiquer. Tirer des investissements dans l'industrie du vêtement, Madame Okanlan parlait, dans l'industrie culturelle et touristique, Madame derrière le relevait. Donc très rapidement, Monsieur Feiliho, peut-être une réaction sur une réponse à cette question. Donc, ma réponse aux questions termine mon intervention. Elle terminerait. Donc, je vais répondre en vous donnant le témoignage de ce que la CONEB fait justement dans ce secteur-là. La CONEB, la Confédération nationale des employeurs du Bénin, et le ministre l'a rappelé tout à l'heure, nous développons un concept qui s'appelle la croissance partagée. À partir de ce moment-là, nous n'allons pas vers les grandes entreprises à l'étranger. Nous allons vers les PME, PMI, qui, sans un cadre comme le nôtre, n'arriveraient jamais au Bénin. Quand on dit PME en France, c'est des entreprises familiales, mais quand même qui comptent entre 1000 et 2000 personnes. Et on a développé ce concept, et c'est sur ça que nous travaillons, tant en France et en Italie, et puis, vous le savez maintenant, la Tunisie. Alors, de façon plus précise, au niveau de l'industrie du vêtement, nous sommes dedans. Nous sommes dedans, et sans citer celui qui est le porteur de projet au niveau de la CONEB, si vous voyez la tenue que je mets, vous pouvez imaginer qui, au niveau de la CONEB, est porteur de ce travail que nous faisons en mettant ensemble des familles, des industriels familiaux qui ont une expérience ancestrale et compte tenu des difficultés de déboucher en Europe, bénéficient d'une aide ou d'une subvention à l'exportation. Et nous sommes en train de travailler avec cette société et celle béninoise et puis d'autres pour justement créer des chaînes de valeur et amener cette personne porteur de projet au sein de la CONEB à faire une évolution. Donc, l'exemple précis que vous donnez, je ne sais pas si vous avez fait exprès de poser cette question, mais je confirme que nous travaillons là-dessus. À côté de ça, rapidement et saluer l'initiative que j'ai lu dans un journal, que de plus en plus maintenant, ou pas de plus en plus, mais certainement à partir de septembre, la nouvelle rentrée, on parle maintenant de plus en plus dans les lettres d'un programme cinématographique. Et voilà des niches concrètes. Parce que quand on parle de tourisme et autres, je vais revenir là-dessus, il se trouve que je suis dans le secteur, mais quand on parle d'investissement, c'est de dire aux gens quelle est la niche, quel est l'endroit où on peut réellement mettre de l'argent dedans et que ça rapporte. Et je pense que le secteur de la cinématographie, comme le fait déjà une école privée, c'est vraiment le choix. C'est vraiment l'orientation, c'est vraiment le sens qu'il faut donner parce que au-delà de la culture qui rapporte beaucoup d'argent, vous avez vu avec les Indiens, je crois que c'est Gollywood, le Nigeria c'est Nollywood, etc. Le Bénin peut effectivement susciter à travers ses talents, créer carrément une filière cinématographique dans laquelle on gagne de plus en plus d'argent, mais surtout en même temps, un clin d'œil à la culture, valoriser nos cultures et qu'on ne soit pas toujours obligé à voir des couples amoureux indiens ou autres, etc. Mais probablement l'histoire de notre pays à travers ces différents films. Donc, je reviens maintenant au niveau du tourisme. Alors ça, c'est bien, le ministre l'a dit, grand et vaste projet, deuxième pilier, etc. Mais il nous appartient à nous d'aller regarder et scruter dans le PAG quelles sont les parties
à l'intérieur de ce tourisme dans lequel nous, on peut intervenir. Et c'est ça le travail de la Confédération, à aller checker, à aller fouiller pour dire, bon, effectivement, vous avez intérêt à l'issue de cet investissement massif et structurant à Abomey, à Ouida, à aller créer peut-être une agence de voyage là-bas, ou simplement participer à augmenter les chambres, le nombre de chambres, le nombre d'étoiles, la qualité, etc. Le ministre va répondre là-dessus parce que je ne suis pas à sa place, mais il se trouve que j'ai travaillé sur un projet de la banque, financé par la Banque mondiale, entre le tourisme transfrontalier entre le Nigeria et la ville de Ouida. Il va probablement en parler, mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se font à ce niveau-là. Madame Sama m'intéresse et m'interpelle parce qu'elle me donne l'occasion de dire, quand moi, tout à l'heure, j'ai fini de dire, on n'est pas compétent, on n'est pas ci, on n'est pas ça, mais quelle est la solution? Oui, une des solutions, et c'est peut-être pour ça, par là que je vais terminer, c'est de dire, effectivement, nous allons aller vers le concept de la croissance partagée. Nous allons, et on vous a déjà sollicité, mais ça n'a pas abouti faute de temps, et vous comprenez que la CONEP prend du temps, mais nos propres activités aussi en prennent autant. Eh bien, on a déjà commencé par travailler avec vous, Madame Sama, et on peut continuer à réfléchir sur la façon dont on mettra en place les différents clubs d'investissement et autres, etc. Il est aussi important que vous nous aidiez à mettre à jour également notre propre comptabilité, aussi simple que ça puisse paraître. Enfin, pour Monsieur Aounou, je crois que j'ai répondu sur sa préoccupation du tourisme frontalier. C'est parfait. Alors, la création d'entreprises, il a bien dit tout à l'heure, ce n'est pas des phrases lapidaires. Il a dit, si votre dossier est complet, est clean, donc si tous les éléments constitutifs d'un dossier de création est à jour, alors vous pouvez avoir la réponse sous 2 heures. C'est ce qu'il a dit. Donc, interpellez-le à la sortie pour voir si vous avez ce souci-là. Sinon, je suis prêt à vous accompagner. Parfait. Merci, Monsieur Féliro. Ce sera votre mot de fin. Merci. C'est bien dommage. Mais je suis là. Vous êtes là, bien évidemment. Et on aura l'occasion. Je vous rappelle qu'on a des sessions de networking dans le chapiteau tout au long de ce forum. Donc, ce sera l'occasion d'échanger de manière plus directe et informelle avec nos différents speakers et intervenants. Et donc, peut-être, Monsieur Youssoufou, oui. Comme l'a fait M. Féliro, balayer rapidement les questions, mais assez rapidement. Ensuite, M. Ribou, on va laisser M. le ministre répondre aux questions et clôturer cette plénière d'ouverture. Merci, M. le modérateur. Je voudrais remercier l'intervenant qui a parlé du secteur des vêtements. Ça, c'est vrai, c'est aussi une niche où il y a un potentiel. Et la semaine, il y a environ 10 jours, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé à une visite des PME qui sont là, qui font la confection des vêtements et qui sont déjà à l'exportation. Une entreprise à Ouiho, une autre à Gonticon, une autre vers Senior Pelois, je ne vais pas citer entre les entreprises. Et il y aura une dernière, celle qui est aujourd'hui pionnière, qui fait de la confection et qui exporte sur les États-Unis aujourd'hui les vêtements confectionnés au Bénin, au bénéfice de la loi AGOA. Et là, je dirais que, comme par hasard, il y a environ 4 mois, le document de stratégie de l'exploitation des opportunités de la loi AGOA du Bénin a été adopté maintenant. Et au cœur de la stratégie qui est définie se trouve l'exploitation du coton du Bénin, qui est un coton de bonne qualité pour faire de la confection de vêtements. Les jours à venir, les mois à venir, nous verrons certainement des stratégies se mettre en place pour accompagner déjà les entreprises qui sont dedans et élargir vers beaucoup d'autres qui trouvent des opportunités. Donc c'est dit qu'on ne l'a pas cité, on ne peut pas tout citer, mais le secteur des vêtements aussi fait partie des secteurs phares où il faut développer l'exploitation du Bénin. Pour le Nigeria, le document de politique nationale de développement du commerce du Bénin, qui vient d'être adopté dans cette salle, a mis
un focus particulier sur le Nigeria. Sur le Nigeria. Mais bien avant ça, depuis environ 1 an, 2 ans, beaucoup de travaux ont été effectués pour comprendre un peu le Nigeria, comment ça fonctionne, comment est-ce que le Bénin peut intégrer ce marché. Et ce que vous avez indiqué arriver à mettre en place des joint ventures entre les Béninois et les Nigériens, ça fait partie des objectifs majeurs qui sont identifiés. Cette année déjà, la Chambre de commerce est allée au Nigeria 3 fois. Il y a des industriels qui sont dans la salle, qui fabriquent des produits et qui sont intéressés par le marché du Nigeria, qui ont participé à ça. L'une des difficultés que les entreprises rencontrent, celles qui sont dans l'agroalimentaire, par exemple, pour exporter leurs produits sur le marché du Nigeria, c'est l'agrément NAFDAC, l'organisation nigériane qui fait le contrôle de qualité pour les produits. Parce que là, il y a un travail à faire pour faciliter un peu l'agrément des entreprises béninoises. Une dame de fer au Nigeria, ce n'est pas n'importe qui, celle qui dirige cette organisation-là, elle est venue. Avec les opérateurs économiques, nous l'avons reçue à l'ambassade du Nigeria ici. Et elle a proposé un cadre de travail entre le Bénin et le Nigeria en se basant sur l'ambassade pour aider les entreprises qui vont aller sur le marché du Nigeria. Et mieux, ce qui est convenu, qui est d'actualité maintenant, c'est qu'au mois de novembre, il sera organisé un forum sur le commerce et l'investissement entre le Bénin et le Nigeria. Actuellement, les discussions qui sont en cours, c'est de préparer comment l'organisation sera faite. Le président de la Chambre de commerce était la semaine dernière à Lagos et à Abuja pour ça. Et la NACIMA, l'organisation fêtière des entreprises du Nigeria, est partie prenante active à la préparation de cet événement-là. C'est dit donc que le marché du Nigeria est perçu aujourd'hui comme... l'ambassadeur a dit que le Bénin et le Nigeria, c'est des jumelles. Et c'est là, maintenant, nous sommes arrivés là à vraiment créer ce qu'il faut pour dynamiser ça. Je finirai en confirmant un peu, tout à l'heure, le président de la CONEB a indiqué que pour lever les capitaux, parce qu'il faut lever les investissements sérieux pour transformer les potentialités, que les opérateurs économiques n'y vont pas, en tout cas les nationaux. Et je confirme cela. Parce qu'avec les efforts qui sont faits pour miroiter le Bénin aujourd'hui comme une destination pour les investissements, nous recevons beaucoup d'investisseurs étrangers. Et la loi sur le commerce qui est applicable au Bénin ne fait pas de limitation. Quant à l'implantation d'un investisseur étranger, il peut venir s'installer, gérer son entreprise à capital 100% étranger. Mais ce que nous observons depuis un temps, c'est qu'il y a certaines entreprises au niveau national, qui sont les industries, et qui ont eu le courage de commencer par ouvrir leurs capitaux aux investisseurs étrangers. Et ces industries-là gagnent, parce qu'elles sont véritablement orientées sur les exportations. Et elles ont la capacité aujourd'hui d'intervenir aussi sur le marché national et le marché de la sous-région. Et c'est un appel que je voudrais faire, formuler un vœu aux entreprises qui sont ici, vraiment d'aller à ce niveau-là, afin de pouvoir véritablement se positionner comme investisseur au niveau national. Je finirai en acceptant les commentaires qui visent à dire ce qui se fait. En tout cas, ça fait partie des rôles de la Chambre de commerce, d'informer suffisamment les entreprises sur le cadre de l'environnement, sur les opportunités, puis sur l'accompagnement disponible. Je pense qu'on fera encore ça aujourd'hui, et en tout cas plus que demain. Voilà un peu les réponses que vous voulez apporter aux interrogations. Très bien. Merci, M. Razak. Ce sera également votre mot de fin. M. Ribou, rapidement, et ensuite, M. le ministre va répondre et conclure. Bon, revenons sur le Nigeria. Donc, Madame s'inquiétait de ce qui n'est pas d'investisseurs nigériens. De certaine façon, Fluidor, c'est un investissement nigérian dans la mesure où notre groupe est installé essentiellement au Nigeria. Et nous sommes une extension de ce groupe qui est gros au Nigeria, par rapport à Fluidor en tout cas. Bon, ça existe. Ceci dit, moi, je ne serais pas aussi enthousiaste quant à la relation qu'on aura avec le Nigeria de façon permanente. Il faut quand même se rendre compte que nous sommes deux pays totalement différents. Nous avons une monnaie qui est basée sur certains principes. La monnaie nigériane, elle est basée sur le dollar, puisqu'elle est basée sur le pétrole. Donc, on peut très bien avoir une industrie, on va au Nigeria, c'est fantastique, et puis tout d'un coup, tout s'écroule, et puis on n'en peut rien du tout. C'est un exemple très simple. C'est effectivement une exportation. Nous avons au CIPB un membre qui a une université.
il avait quelque chose comme 1 millier d'étudiants nigérians à la frontière il y a 3 ans. Aujourd'hui, il en a 0. Donc, il faut se rendre compte aussi que le travail avec le Nigeria, c'est pas si facile que ça. Il y a cet obstacle-là qui est l'obstacle de la monnaie, qui fait que si on est prêt à souffrir les années où le Nigeria souffre, ben d'accord, c'est bien, et on profite des années où il est en forme, mais c'est pour la dépendance, on est un bouchon sur la mer qui flotte. C'est pas extraordinaire. Il y a un autre fait que le Nigeria ne sont impliqués dans l'affaire. Nous avons un autre membre de chez nous qui, lui, a un problème. Il vend de l'acier au Tchad et les Nigérians refusent systématiquement qu'ils puissent faire transit entre le Bénin et le Tchad. Et ça aussi. Ensuite, en ce qui concerne, par exemple, nous, Fludor, l'huile alimentaire, donc on confond plus ou moins notre huile alimentaire avec celle qui est importée par le port de Malaisie en disant que ça c'est du trafic, c'est de la contrebande, etc. Donc il y a quand même des problèmes réels. La solution pour ça, c'est quand même d'essayer de vendre sur le marché mondial. Bon, c'est bien le Nigeria, si c'est une opportunité, pourquoi pas, mais enfin, ne pas être tellement indépendant et aller vendre sur le marché mondial. Donc ça veut dire autre chose. Le numérique, par exemple, se vend sur le marché mondial, pas au Nigeria, c'est bien. Si on vend des noix de cajou décortiquées, c'est le marché mondial, c'est pas le Nigeria. Si par exemple on décide de faire, non pas des vêtements de qualité artisanale ou autres, qui sont quand même une niche, mais vraiment se lancer dans ce garment, comme on dit en anglo-saxon, c'est-à-dire faire en grand des millions de jeans, des millions de chemises et autres, là on peut effectivement installer des usines qui emploieront des milliers, des dizaines de milliers de personnes, puisque c'est une activité qui se promène dans le monde, hein. Par exemple, l'île Maurice, à un moment donné, c'était ça. Ils ont démarré avec ça. Et puis tout d'un coup, pour eux, les salaires montaient, c'est plus le cas. C'est passé à d'autres pays, la Tunisie à un moment donné, etc. Donc c'est des industries qui se promènent par rapport au coût de la main-d'œuvre. Je pense qu'à notre niveau de main-d'œuvre, on devrait pouvoir avoir des industries extrêmement importantes qui soient de la sous-traitance pour Armani, Chanel ou Lévi ou autres, hein. Donc il y a cet aspect-là, je pense qu'il faut bien regarder. Le Nigeria est une opportunité, c'est très bien, il faut effectivement se battre, essayer d'avoir des opportunités d'affaires, sans négliger le fait que de toute façon ils viennent chez nous acheter notre soja, ce genre de choses. Donc il y a déjà tout un ensemble, disons, avec une logique économique compte tenu du poids des devises qui existe. Mais pour le reste, si le Bénin veut être autonome, il faut qu'il se centre sur des activités qui seront sur des marchés beaucoup plus larges que ce marché spécifique du Nigeria. Très bien. Merci, Monsieur Ribou. Merci pour cette intervention. Donc, Monsieur le ministre, qui va répondre à présent aux questions et clôturer donc cette plénière d'ouverture. Bien, merci. Je voudrais à mon tour remercier les intervenants pour la qualité de leur, soit tantôt de compléments ou de préoccupations. C'est la preuve donc que la Fondation Wano, M. Bernard Wano, ne s'est pas trompé en organisant cette importante réunion. Ce forum, pour dire que le besoin d'informer, de partager existe et existera. Et je voudrais vous rassurer que nous retrouverons certainement dans d'autres enceintes pour poursuivre les discussions. Pour ce qui est de la première, pas première dame au terme de, je n'ai pas retenu le nom, vous me pardonnerez. Madame Okanla. Première intervenante. Voilà, donc votre question, elle est notée. Peut-être vous me permettez là de dire peut-être à toute l'assistance qu'au Bénin, le secteur de l'artisanat, parce que quand vous parlez de l'industrie, du vêtement, du textile, à part son côté industriel, il est à savoir quand même qu'à la base, le secteur du textile, de l'habillement, de la mode, tout ce que vous voulez, est un secteur qui relève de l'artisanat. L'artisanat au Bénin, il est structuré, il est organisé, disons, en 8 branches. La branche textile et habillement fait partie d'une des 8 branches. En dehors de ces 8 branches, le secteur de l'artisanat au Bénin, pour votre information, c'est 40 corps de métier et c'est 311 métiers.
beaucoup de choses que nous faisons ici, que vous voyez, depuis l'audiovisuel à je ne sais quoi encore, font bel et bien partie du secteur de l'artisanat, comme l'industrie de la mode d'ailleurs. Donc, en conséquence, c'est pour dire que ce n'est pas un focus spécifique. L'action du gouvernement, l'action des pouvoirs publics, c'est quoi? C'est de conduire un certain nombre de réformes pertinentes qui, in fine, je l'ai dit au risque de me répéter, puissent susciter de la vocation, puissent susciter de l'intérêt chez les particuliers, chez les entrepreneurs, à s'investir dans ce domaine. Le président de la République disait que les Béninois pris individuellement regorgent de talent et de dynamisme. Et c'est vrai. Peut-être que beaucoup ne s'investissaient pas dans certains domaines parce qu'ils ne voyaient pas la lisibilité du cadre réglementaire, du cadre législatif. C'est ce que nous faisons progressivement. Mais le ministre que je suis pas créateur, je ne suis pas designer, je ne suis pas styliste, je ne suis pas modéliste. Quel est mon rôle? Mon rôle est de discuter justement avec les structures fêtières des artisans. Je vous ai dit, il y en a 311 métiers dans ce secteur. Si je prends la branche que vous avez évoquée, textile et habillement, pour que ce que nous faisons déjà comme mesure incitative, comme assainissement du secteur, nous puissions porter cela à leur connaissance. Maintenant, par-delà cela, s'il y avait des besoins spécifiques, c'est encore avec ces acteurs que dans un dialogue permanent, nous allons apporter ce qu'il leur faut pour leur permettre de s'épanouir dans leur secteur. Il ne me semble pas qu'il serait tout à fait juste que peut-être les professionnels attendent que les pouvoirs publics fassent tout avant de venir. Nous faisons ce qui est de notre devoir. Nous faisons ce qui est de notre devoir, mais nous ne sommes pas ouverts et nous n'avons pas la prétention que notre pays, le développement économique de notre pays, c'est deux camps, c'est deux équipes, comme dans un match de football où il y a les PME en face là-bas avec leurs problèmes et il y a le gouvernement, le secteur public ici avec des solutions. Non. Les problèmes, les solutions, nous allons les adresser ensemble pour le bien des PME. Donc, s'il y a des propositions spécifiques pertinentes de qui que ce soit dans cette salle, à commencer bien entendu par vous-même, madame, vous êtes la bienvenue à mon cabinet. Je suis disponible et prêt à discuter avec vous et nous pourrions lever quelques points de voile sur un certain nombre de choses si ça peut éclairer. À l'endroit de monsieur Aounou, pour répondre à sa question, je comprends bien les aspirations, mais je suis bien au regret de confirmer ce que le représentant de la CCIB a dit tantôt, et mieux, même à le reprendre à son compte. En République du Bénin, il est bel et bien possible de créer une entreprise en 2 heures de temps. C'est formel, je le dis avec la solennité et la gravité qu'il le faut. Ne dites plus jamais, je vous en prie, ne dites plus jamais l'inverse ailleurs. Ne confondez pas créer une entreprise et d'autres choses qui suivent. Créer une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est de déposer les statuts et de recevoir un numéro d'immatriculation au registre de commerce et au registre immobilier de commerce. C'est bel et bien possible. En tout cas pour ce qui est des PME. Le directeur général de l'APIEX, je sais qu'il est dans un panel, s'il n'est pas dans la salle. Si vous doutez, consultez le programme, revenez le voir, il est dans un panel. Il vous détaillera de manière très précise, M. Bouraïma, comment il est possible de créer une entreprise, même en 1 heure de temps, dans notre pays. Dites-le, tenez-vous pour dire, dites que c'est le ministre des PME qui l'a dit. Et je suis prêt à quiconque me lance un défi, je le relèverai. Maintenant, quand vous avez créé l'entreprise, et en fonction de votre secteur, vous avez besoin des autorisations, des agréments spécifiques. Ça, c'est autre chose. Ça appelle de constituer un certain nombre de dossiers et de les déposer auprès des administrations compétentes. Ces administrations ont un temps d'instruction de ces dossiers. Certains agréments à certains régimes A, B, C qui donnent des avantages spécifiques ont besoin même d'être accordés.
sur une décision du président de la République prise en Conseil des ministres. Ça n'a rien à voir avec la création de l'entreprise. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on puisse nuancer pour le dire. Donc, mesdames et messieurs, chers tous ici, je le dis de la manière la plus formelle, on peut créer une entreprise en 2 heures de temps et même moins au Bénin. Pour ce qui est de la proximité avec le Nigeria, avec lequel il est souvent dit que nous ne profitons pas suffisamment, soit c'est possible. Mais vous savez, pendant longtemps, dans notre pays, je le dis tel que je le pense, je m'excuse si ça peut choquer, mais c'est ce que je pense. Nous avons appris tous, autant que nous sommes, à rechercher des raccourcis, à ne pas faire des choses dans les normes, à resquiller. Nous avons profité pendant longtemps du Nigeria, mais pas dans les règles de l'art, un certain nombre de facilités. Mais le monde évolue. Le gouvernement fédéral nigérian ne travaille pas pour le bien des Béninois ou des citoyens béninois. Il travaille pour le bien de l'économie nigériane, des hommes d'affaires nigérians. En conséquence, eux-mêmes, ils s'ajustent au fur et à mesure. Donc, ces dernières années, ils ont pu prendre des mesures qu'on pourrait qualifier de rétorsion ou bien des mesures, disons, à tout le moins défavorables. Mais au Bénin, qu'est-ce qu'on faisait? Nous sommes tous spécialisés dans l'import-export. On ne bâtit pas une économie d'un pays sur l'import-export. Ce n'est pas vrai. À moins de vouloir perpétuer de manière définitive le déséquilibre structurel de la balance commerciale et de la balance des paiements. Les autres, à un moment donné, ont dit non, nous ne voulons plus. Ce n'est pas nouveau. Ça, c'est depuis le temps du président Mathieu Kéhékou, paix à son âme. Le président Obasanjo, à l'époque, il a dit « Tout ce que vous exportez pour déverser les importations que vous ramenez de l'extérieur pour déverser sur le marché nigérien, nous n'en voulons plus. Si c'est de la production locale, oui, nous sommes même prêts à ouvrir des couloirs particuliers, nous sommes même prêts à faire des mesures. Mais ce que nous ne savons pas et que nous devons savoir, plus nous prenons des ressources de la devise pour aller acheter à l'étranger, à mener, c'est du chômage que nous créons dans notre pays, dans nos pays, et nous donnons du travail ailleurs. Est-ce que c'est ce que nous allons continuer à faire éternellement? C'est pour ça que la vision actuelle, elle est très claire. C'est de créer les conditions pour permettre déjà que, si je prends nos produits du secteur agricole, nous puissions améliorer sensiblement la transformation sur place et non de les envoyer à l'étranger, à l'état brut, parce que même là, nous ne gagnons pas grand-chose, et de ne pas ramener de l'étranger forcément tout ce qu'il nous faut, même ce que nous consommons. Même ce que nous consommons. Quand nous faisons de la sensibilisation au nom du gouvernement, nous disons, consommons au moins déjà ce que nous produisons dans une bonne partie. Les gens nous reprochent la qualité. Nous disons qu'à cela ne tienne. Mais c'est en faisant l'effort de consommer, ce qui n'est pas tout à fait ça, sur lequel la qualité peut être améliorée, que nous pouvons encourager les producteurs qu'ils vont s'améliorer. Il y a quelque temps, certains pays, pour ne pas les citer, la Chine, le Japon, quand nous étions petits, plus petits que ça, je ne veux pas dire que nous sommes grands, mais quand nous étions en tout cas, à tout le moins plus petits que ça au collège, au primaire, quand on nous disait qu'un produit est japonais ou il est chinois, c'était pour dire qu'il est mauvais, qu'il est de mauvaise qualité. Mais quelques années, 2, 3 décennies après, où sommes-nous rendus? Donc, qu'on dise même qu'un produit béninois est mauvais, c'est déjà bon. Il vaut mieux un produit mauvais que rien du tout. Parce qu'un produit mauvais est en passe de devenir... Merci. Un produit mauvais est en passe de devenir bon. Donc, encourageons nos PME, encourageons nos start-up qui sont dans l'innovation. Elles peuvent paraître basiques, elles peuvent paraître pas suffisamment élaborées, pas suffisamment sophistiquées. Ça va venir avec le temps. Donc, voilà un peu
les questions sur lesquelles je voudrais réagir pour dire que qu'est-ce que nous faisons spécifiquement pour attirer les investisseurs. Quelqu'un l'a dit. Je ne voudrais pas lever un coin de voile sur le nouveau code des investissements qui est arrêté au niveau du gouvernement, que le président de la République transmettra dans les jours à venir à l'Assemblée nationale en vue de son vote par le Parlement. Mais c'est pour dire que, puisque nous avons pris le temps de faire du benchmarking, d'observer dans la sous-région, il y a un des codes qui offre des facilités et des incitations mieux que celui de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, etc., du Burkina, puisque nous avons regardé ce que les autres font, et pour rester compétitifs, disons, faire un peu plus que. Nous avons prévu des dispositions dans ce code, par exemple, qui permettent aux investisseurs, celui qui est intervenu, s'il est dans un pays, il peut créer aujourd'hui son entreprise, moyenne, grande entreprise, où l'actionnariat peut être détenu à 100% par lui-même ou par ses nationaux, où il peut recruter qui il veut, quand il veut, sans que l'État ne lui mette des quotas de nationaux. Il peut avoir un conseil d'administration à 100% qui est détenu par les apporteurs de capitaux. Toutes choses qui sont de nature à favoriser l'installation, le développement des entreprises dans notre pays pour créer de la richesse, pour créer des emplois. Des dispositions sont également prises pour, disons, dans une certaine mesure, le rapatriement des ressources, etc. Étant entendu que l'administration fiscale, bien entendu, aurait prélevé les différents impôts et taxes dans le pays, qu'est-ce que les gens font de leur, disons, de leur marge, de leur profit? Les allègements sont donnés pour que nous puissions évoluer dans un cadre légal sain. Parce que nous savons que par ailleurs, les gens se débrouillaient d'une manière ou d'une autre, un peu pour frauder tout. Autant mieux mettre les règles qui soient claires, que chacun sache à quoi s'en tenir avec les facilités, avec les avantages, que de vouloir tout durcir et contraindre les gens à rester dans l'illégalité, à rester dans le faux et finalement à ne rien respecter. J'ai réservé le dernier point de M. Aono qui a parlé tantôt de la mesure tendant à l'interdiction de l'importation par voie terrestre, pour dire que peut-être les collègues, le ministre de l'économie et des finances ou le directeur général des impôts, s'ils étaient là ou s'ils sont invités, j'allais dire, ils me semblent plus qualifiés que moi pour détailler cette mesure, mais c'est pour dire quoi? Au début, comme si je savais, j'avais dit que notre pays est un pays basé essentiellement sur les recettes fiscales. C'est avec les recettes fiscales, par ailleurs, que nous finançons le développement, que nous finançons la croissance, les investissements. Mais quand nous observons que peut-être que tout le monde essaye de contourner les règles, je l'ai dit tantôt, on ne peut pas bâtir un pays, on ne peut pas bâtir une économie durable, résiliente, sur un déséquilibre structurel de la balance de paiement et de la balance commerciale. C'est pour dire qu'il n'y a pas que dans ce type d'activité que les opérateurs économiques béninois, les hommes d'affaires béninois peuvent faire des affaires, peuvent gagner de l'argent. Je voudrais inviter tous les opérateurs économiques à se rapprocher des agences de mon département ministériel, de mon cabinet, de moi-même. Monsieur Aono, si vous avez de l'argent à investir, venez me voir, je vous dirai dans quoi et vous allez voir comment en quelques mois vous allez gagner beaucoup d'argent. Je sais là où il faut mettre de l'argent en ce moment pour en gagner. Venez me voir et je vous dirai. Merci beaucoup. Merci Monsieur le ministre. Mais alors, on va conclure très rapidement, rappeler très rapidement, le Bénin dispose d'un cadre d'investissement favorable avec un certain nombre de réformes qu'on a rappelées ici, des secteurs porteurs avec effectivement une prime aux premiers arrivés. On a rappelé aussi, d'un point de vue stratégique, que le Bénin doit renforcer l'axe avec le Nigeria, très important, que le Bénin doit encourager l'esprit d'investissement et d'entrepreneuriat. On a parlé de la question de l'éducation, du système éducatif, de la question de nouveaux véhicules d'investissement,
question des clubs d'investissement, la question aussi des coopérations, de nouveaux modes de coopération, de collaboration entre les organisations qui portent les revendications du secteur privé béninois. Monsieur Feiliho, merci de votre présence, merci de votre contribution à ces échanges de haut niveau qui ont donné le temps de ce forum. Monsieur le ministre, merci de votre présence, merci de nous avoir honorés de votre présence. Monsieur Ribou, Monsieur Razak, investir au Bénin pour révéler le Bénin, on va dire que c'est le moment et c'est le bon moment. Merci à tous.